Ce soir-là, au Psych de Béziers, la patrouille de nuit est sur le départ. Badre, ce maréchal des logis-chefs, se prépare avec ses camarades du peloton de surveillance et d'intervention. Direction la banlieue de la ville. La nuit, où il vaut mieux garder son calme en toutes circonstances. Une qualité bien utile face à certains individus. Alors que l'équipe sillonne les communes alentours, une voiture suspecte attire leur attention. Le conducteur tarde à ralentir. Badre et ses collègues l'ignorent, mais ils viennent de tomber sur un spécialiste de la provoque, comme ils en ont rarement rencontré. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas compris que c'était pour vous le contrôle? Le contrôle, non? Je comprends pas ce que vous dites. Monsieur, c'est un contrôle gendarmerie en fait, on vous explique là. Donc vous présentez les documents. Le souci, c'est que très vite, le conducteur se montre agressif. Il n'a pas l'air commode. Vous avez consommé de l'alcool monsieur? Non, je comprends pas dans ce cas, je comprends pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Je sais pas, vous parlez, je sais pas, c'est ça des gendarmes parisiens en fait. Là, c'est un simple contrôle monsieur. Tenez. Bon? Non. Non, c'est pas bon? Apparemment, le courant ne passe pas. Donc on va procéder à un dépistage. Ah oui, vas-y. Ah non, mais restez là. Restez dans votre véhicule, monsieur. La priorité pour Badre, vérifier si le conducteur est alcoolisé au volant. Ah, encore. Stop. Le verdict est sans appel. Il est positif? Ouais. Donc on va vous laisser stationner votre véhicule ici, monsieur. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas compris en fait. Reculez, monsieur, reculez. Il est alcoolisé. Le contrôle démarre mal. Badre met les choses au point. Monsieur, vous êtes devant une sortie là. Ouais, c'est bien. Voilà. Vous reculez. Et je vais vous demander de baisser simplement d'un ton, parce que là, on va passer sur un registre qui va pas être sympa, quoi. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de frôler l'outrage, monsieur. Un outrage envers les forces de l'ordre est passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais pas de quoi refroidir ce conducteur. J'ai l'impression que la France pue la merde. Reculez encore. Allez, c'est bon, parfait. Direction la brigade pour mesurer son taux d'alcoolémie. Mais l'individu en remet une couche. La vitre est ouverte, monsieur. Et récupérez vos clés aussi. Enfin, fermez. J'ai jamais vu ça, on est en dictature. Oh, monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Vous êtes alcoolisé sur la voie publique. À un moment, sortez les mains des poches. Ouais, pas de problème. Ok, fermez votre véhicule. La vitre est ouverte, mais vous laissez ça comme ça? Vous parlez allemand, non? Je sais pas. Décidément, l'homme prend un malin plaisir à flirter avec la limite. Vous parlez français? Oui, je parle Non, français. si, dans la France, vous parlez français. Même quand vous voulez. Attention à l'outrage. En toute honnêteté, faites attention, monsieur. Il n'y a pas de problème. Voilà. Non, mais je vous le dis. Je vous respecte. Mais moi aussi. Je vous respecte. Non, mais mais j'ai pas trop l'impression, en fait. Je vous respecte, mais respecte-moi aussi. Ouais, bah, je suis en train. L'homme a une technique bien à lui. Il cherche les ennuis, mais s'arrête toujours à temps. Oh, faut que j'enlève mon manteau aussi. C'est Non, où? il n'y avait pas besoin, il pouvait pas. Et monsieur. Mettez les mains sur le haut de votre véhicule. Je sais pas, j'ai jamais eu de problème, je comprends pas. Mettez les mains sur le haut du véhicule, monsieur. Voilà, merci. Badre reste courtois mais ferme avec ce personnage qui teste leur patience. Je vous explique, on va à la brigade, vérifier simplement votre auto. Ok? Ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur ne comprend pas apparemment l'objet du contrôle et il demande si on ne parle pas d'autres langues pour qu'on puisse le comprendre. Et vous comprenez ça? On voit un peu de tout quand les personnes ont bu un peu. C'est pas vraiment un comportement qui nous surprend. Sur le trajet, interrogé par notre journaliste, l'homme semble en vouloir à la terre entière. Ouais, qui sent la pute. Vous voyez ce que je veux dire? Bah non. Pas vous, hein, personnellement. Hein. J'espère que je... La bagnole. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Non, je comprends pas ce Non, que vous vous voulez comprenez dire. pas? Non, je comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Si, vous comprenez, en fait. Bah non, vraiment. Si, je comprends pas si, tout. si. Ouais, on va rester là. Oh, ouais, c'est là, je crois. Je préfère d'autres personnes, hein. Vous m'avez compris? Devant les gendarmes, il multiplie les provocations. Monsieur, je vais vous demander de rester calme parce que sinon on va s'arrêter et je vais être obligé de vous entraver. Ah, oula, me casser la tête et tout. Oula. Non, on va pas vous casser la tête, vous entravez, monsieur.
m'entraver, c'est-à-dire... Bah, vous menottez, vous menottez. Ah, pardon. Vous connaissez le mot menotte, c'est bon? Ouais, le mot menotte, c'est bon. Entraver, Ok. je connais pas. Hein. Eh ben, quand on met des menottes, on vous entrave. Ah, et pour quelle raison, monsieur, s'il vous plaît? Parce que si vous commencez à être un peu virulent dans le véhicule, Non, je suis pas virulent, on peut discuter. pour votre sécurité, pour la nôtre, on vous mettra les menottes. Ouais, tout à fait. Arrivé à la brigade, il est temps de découvrir le taux qui rend ce conducteur si caustique. C'est bon, c'est bon. Monsieur, juste ici. Ici. En tout cas, les hommes du PSIG restent imperturbables. Ça, je fais plus baraque que vous, c'est bien. Question d'objectif. Face à ce drôle de numéro, Badr essaie de détendre l'atmosphère. C'est quoi votre profession? Parce que vous êtes un peu humoristique sur les bords, Je non? suis comique, ouais. Ouais, c'est ce qui me semblait. Alors, vous produisez dans quelle salle? Je suis... je me produis en première partie de Dieudonné. D'accord. L'homme a de la répartie, mais il va commettre un faux pas. Et c'est quoi son théâtre, alors? Son théâtre, Ouais. il fait la merde. Je crois pas que ça soit le nom de son théâtre. Ah non, Non. c'est pas le nom de son théâtre, c'est le nom de... son fonds de commerce. Oh. C'est pas un peu le même que l'autre. De quoi? C'est un peu le même que l'autre, du coup. Là, on appelle ça un outrage, ça. Ah, un autre. Ouais. Alors, je vous le réitère encore une fois. Attention à l'outrage. C'est un délit. Tenez, monsieur. Une dernière mise au point, avant de mesurer enfin son taux d'alcoolémie au volant. 0,75 au souffle. Donc au sang, vous êtes à 1,50. 1,50 g. Voilà, monsieur. L'homme est 3 fois au-dessus de la limite autorisée. La sanction tombe, suspension immédiate du permis et 6 points en moins. Un niveau d'alcoolémie au volant, passible également de 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. L'individu sera convoqué prochainement pour s'expliquer. Une perspective qui semble avoir calmé son sens de la provocation. Il a su se temporiser à des moments adéquats, on va dire. Et ce qui fait que, bon, on va être indulgent concernant son comportement. Mais... Des outrages qui se multiplient. L'an dernier, les forces de l'ordre en ont recensé 9 par semaine en moyenne dans le département. L'ordinaire pour ces gendarmes du Sud. L'Hérault sur les bords de la Méditerranée. Des paysages de cartes postales, mais un quotidien qui n'est pas toujours de tout repos. Dans le département, on compte plus de 180 crimes et délits par jour. Avec un fléau qui complique le travail des forces de l'ordre, l'alcool. L'Occitanie est la région de France qui en consomme le plus. Un psy baiser sur écoute. Pendant 2 mois, nous avons partagé le quotidien des 180 gendarmes de la compagnie de Béziers. C'est bon, Camille? On y go? À la brigade de Valras notamment, les interventions ne manquent pas. Notamment pour Laurent, cet adjudant-chef. Si vous êtes sûr, vous voulez pas qu'on appelle les pompiers qui regardent un peu? Vous avez peut-être besoin d'un point ou deux là? Non, c'est... C'est bon? Il va tomber sur une querelle de famille réglée à coups de poing et en pleine hystérie. On est le monde des vauriens, on est le monde des sans-dents. Le monde des sans-dents sans avenir de merde. Vous allez aussi découvrir David et ses collègues du PSIG, cette unité spécialisée dans les opérations de nuit, avec des conflits de voisinage parfois violents. Là, t'as vu l'état de la porte? Ben oui, mais il m'ouvre pas. C'est quoi, c'est pour couper le saucisson ça ou quoi? Dans cet immeuble, la vie des habitants est devenue un enfer. Certains résidents sont prêts à en venir aux mains. Vous vous occupez de lui clairement, je prends, je descends, je casse ta tête. Ça s'appelle des menaces de mort. Vous voulez qu'on parte ensemble alors? Enfin, nous avons suivi Julien, ce lieutenant de 34 ans. Parmi les missions, certaines sortent de l'ordinaire, comme le personnel d'un avion qui l'appelle en urgence. Le monsieur passe directement derrière, commence d'entrer à me toucher, à reprendre des produits dans les mains. Un couple de passagers aurait forcé la sécurité. À même le tarmac, Julien doit régler cette affaire sensible. Avant de discuter, vous êtes rentré d'office quand même. Pour eux, vous devenez une alerte de sécurité maximum qui interdit pour vous monter dans l'avion. Agression, Mais pas comme ça. violence conjugale, Il m'a tapé dessus. Elle a fait une erreur. C'est pas une erreur, ça, madame. Madame, ça c'est pas possible. trafic en tout genre, J'ai des choses compromettantes dans la voiture, je déclare pas tout à l'État.
Plongé dans le quotidien à 100 à l'heure des gendarmes de l'Hérault. Cet après-midi-là, direction la brigade de Valras. C'est Laurent, cet adjudant-chef, qui part sur le terrain. Très vite, une mission tombe. Une bagarre a éclaté non loin de là. C'est reçu aussi le transport. Une altercation, ouais. Un ex qui veut pas partir du domicile. Et ça monte en mayonnaise, bon, on va aller voir. Un conflit comme Laurent a l'habitude d'en gérer. Sauf qu'il est loin d'imaginer ce qui l'attend. Une querelle de famille en pleine rue. Oh, tu sais c'est pas eux là? Ah si, c'est putain, il me claque ça. Mais... Putain, il est démonté là. Je vais essayer de me garer là. L'ex, qui refuserait de partir, a le visage en sang. Sa compagne, elle, est dans tous ses états. C'est son fils qui aurait violemment dégagé son beau-père. Mon fils, il a rien à voir là-dedans. Allez, venez. Oh, je vais prendre votre identité. Je vais juste prendre votre identité. C'est-à-dire, vous avez pris des coups là? Je la dirai pas. Je veux que mon fils y rentre. Mon fils, il est parti, il a 19 ans, il est parti avec le chien sans laisse. L'homme est salement amoché. Soudain, son agresseur débarque. Mais surprise, l'ex minimise. Mais c'est quoi l'histoire avec son fils? C'est son fils là? Oui, c'est le fils. C'est lui qui vous a frappé? Non, mais après, je j'aime pas. J'aime pas. Je sais que c'est jamais, il y a des problèmes. Est-ce que vous voulez qu'on appelle les pompiers? Non. Vous êtes blessé là, hein? L'arcade est touchée et ouverte. Vous êtes sûr, vous voulez pas qu'on appelle les pompiers qui regardent un peu? Vous avez peut-être besoin d'un point ou deux là? Non, c'est bon. C'est bon? Sûr? L'ex dédouane complètement le jeune homme, malgré la violence des coups. Donc c'est une dispute, il vous a mis un coup de mot. Il y a eu une dispute, moi je suis venu, le fils il s'est mis pris à moi, Ouais, il m'a tapé dessus, ouais, j'ai réduit parce que j'ai 10 années plus que lui si je m'en suis ouais. Non mais vous êtes bien amouché là. Non mais il y a du sang un peu partout, vous voulez pas? Il m'a pas loupé. Il ne portera pas plainte. En attendant, le fils ne supporte plus cet ex encombrant. Donc là, le monsieur, lui, c'est réglé, il veut pas vous embêter. C'est normal, il est bourré. Donc... Oui, non, mais voilà. Après s'être tapé dessus, Laurent assiste un peu médusé à la réconciliation. Vous comprenez? C'est pas de sa faute. Après, t'as bien fait. Non mais Il m'aura défoncé la gueule, c'est très bien. Monsieur, allez-y. C'est pas idéal, hein. Monsieur. On rigolera, c'est pas idéal. Mais voilà, les gendarmes n'ont pas tout vu, car la mère, elle aussi alcoolisée, entre en scène. Elle n'a pas apprécié que son fils fasse le ménage dans ses affaires de cœur. Que c'est mon fils qui fout mon gars en l'air. Madame. Tu te rends compte? C'est mon fils qui fait qui réussit à mettre la normalité dans la maison. Je vois rien, je m'en vais. Mais le fils assume, il ne supporte plus l'ex-compagnon de sa mère. C'est quoi le problème entre eux? C'est que moi je pense juste qu'ils vont pas ensemble pour l'instant. C'est qu'en fait ma mère elle est perdue, elle fait rien de sa vie, donc forcément avoir déprimé, elle a rien d'autre à faire. Ouais. Enfin, les deux sont des gueuleurs en fait. Les deux savent que se gueuler dessus, quoi. C'est quelque chose qu'ils savent faire. Et ça arrive souvent là? Bah oui, ça fait un an, c'est pour ça que j'en ai marre. Laurent tente de faire retomber la pression, mais la mère n'en a pas fini. Elle se sent rabaissée face à son fils. On vaut rien, on vaut rien. Voilà, on est le monde des vauriens, on est le monde des sans-dents. Le monde des sans-dents sans avenir de merde. Voilà. C'est pas la peine de crier, madame. C'est pas la peine. Ouais, c'est pas la peine de crier. C'est vrai, quand on est énervé, généralement, on est très calme. Pour Laurent, il est temps de mettre fin à ce ramdam. Madame, Je trouve ça bien. vous attendez votre copain? J'attends qu'il se rince la bouche et qu'il sorte de là. Et ensuite, vous partez. Ensuite, je ferme la porte. La scène en pleine rue a attisé la curiosité de tout le voisinage. Un problème? Non, madame, vous inquiétez pas. C'est fini. Des conflits familiaux parfois sanglants. Laurent, lui, garde toujours son calme au milieu de ce brouhaha. On les laisse tranquillement rentrer chez eux et puis prendre l'air un petit peu. Ils sont tous alcoolisés, donc voilà. La situation s'est calmée. On va pas en rajouter. Des tensions de plus en plus vives. Les violences au sein de la famille ont flambé de 18% l'an dernier dans l'Hérault. Il est 20h à la brigade de Valras. Pour l'équipe du soir, c'est l'heure de la patrouille. On est parti.
La nuit, le quotidien de Jean-Louis, ce gendarme d'expérience de 48 ans. Je l'ai allumé, mais il faut juste le connecter. À cette heure-là, tout peut arriver. D'ailleurs, à peine sur le départ, un appel tombe au 17. Un couple de riverains s'inquiète pour une amie. Il a été contacté par une amie à lui, celle qui aurait été victime de violences conjugales. Les violences conjugales se passeraient maintenant, là? Se seraient passées maintenant? Ouais, eh bien, ça s'est passé à l'instant. Je vais récupérer son adresse de suite. Hein. C'est sûr. La femme est peut-être en danger, d'autant qu'elle est désormais injoignable. Ah putain! Les violences de couple, une triste habitude pour les gendarmes de l'Hérault. Ils reçoivent 6 signalements par jour en moyenne sur le département. Avec le confinement, on a constaté beaucoup. Et ça va pas s'arrangeant. C'est quelque chose qui est de plus en plus, qu'on constate de plus en plus, ouais, malheureusement. Jean-Louis et sa collègue Marine débarquent dans cette zone résidentielle. Mais au pied de son immeuble, impossible de joindre la victime. Et elle répond pas, on tombe directement sur son répondeur. Donc c'est un petit peu compliqué, 33. Jean-Louis décide de rappeler le couple d'amis qui a donné l'alerte. Sinon ils sont chez quelqu'un d'autre. Hein. Vas-y. Hein. Oui, bonsoir, c'est la gendarmerie de Valras. Vous nous avez appelé concernant des violences conjugales, d'accord? On y est devant, mais elle répond pas déjà au téléphone. Ma femme là au téléphone. Ah, dites-lui qu'elle vient de nous ouvrir alors la dame, s'il vous plaît. Dites-lui qu'on est en bas. Malgré l'insistance de ses amis qui l'ont en ligne, la femme n'ose pas ouvrir, apparemment angoissée. Allez, tu ouvres la porte et tu les laisses. Ils veulent juste parler avec toi. Ils veulent juste parler. Si tu vois qu'elle a du mal à parler avec moi, hein, comme c'est une femme. C'est finalement un voisin qui leur vient en aide. Vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Il les conduit aussitôt devant l'appartement de la dame. Jean-Louis et sa collègue découvrent une femme, la soixantaine. Elle semble apeurée. Vous êtes seule, madame, ou... Comment dire, oh non, il y a des petits soucis, ma copine s'en est mêlée, il n'y a pas lieu de faire ça. Mais écoutez, on va vous rentrer tranquillement, si vous nous autorisez. Il n'y a pas de... Voilà. D'accord? C'est juste une discussion toute simple entre nous. Voilà, ça va, d'accord. Ça s'est passé ce soir. Pour que nous, on reparte tranquille, on soit sûr que tout va bien. D'accord? Pas de soucis. Allez. Allez. Tout paraît calme, mais les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Bonsoir monsieur. C'est la gendarmerie, n'ayez pas peur. Le compagnon semble tomber des nues. Vous pouvez m'expliquer un petit peu la soirée, comment ça s'est passé? On a mangé. Elle était un peu. Elle avait un peu bu, puis elle est allée se coucher. D'accord. Et c'est tout ce qui s'est passé? Ah oui? Il n'y a pas eu de dispute? Ah non, absolument pas. Vous n'avez pas touché votre conjointe? Ah non, absolument pas. D'accord. Pourtant, dans la chambre, la femme a une toute autre version. J'ai appelé ma copine parce que je me sentais pas bien. Mais ça se voit, vous êtes un peu... Vous êtes un peu à bout, non? Vous êtes disputé avec monsieur? Oui. Se sentant en confiance, la dame en dit plus. J'ai toujours envie de taper sur moi. Il a toujours envie de taper sur vous. Le matin, c'est un homme superbe. Oui. Puis dans la journée. Est-ce qu'il y a eu des violences ce soir? Non, ce soir, non, pas trop. Parce que j'ai parti dans la chambre. J'ai dit, je vais partir. D'accord. Ce soir, la dispute n'aurait pas dérapé. Pourtant, la femme est en pleine détresse. Marine va vite découvrir pourquoi. Là, c'est ce qu'il m'a fait. C'était le jour du Beaujolais nouveau. Elle m'a tapé dessus. Voilà. Quelques jours plus tôt, la dame a pris des photos, le visage tuméfié. Elle évoque aussi des coups dans le ventre, des violences qui seraient régulières. Il prend toujours pour une merde. Je vous assure, c'est la vérité. Depuis combien de temps ça dure, ça, tout ça? Il y a eu 4 ans, mois d'octobre. Et depuis 4 ans, ça se passe comme ça? C'est compliqué? C'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Jean-Louis, resté avec le compagnon, veut entendre la version de la victime présumée. Oui. Bonsoir, madame. Non. Ça vous dérange si je suis là? À la vue des photos, le gendarme comprend vite que l'affaire est plus grave que prévu. Est-ce que vous êtes d'accord pour montrer la photo que vous m'avez montrée à mon collègue? Oui. Oui. Bien sûr.
Là, c'est pas normal ça, madame. C'est la vérité, monsieur. Oui, mais est-ce que vous trouvez que c'est normal ça? Pardon? Vous trouvez que ça, c'est normal? Il a fait une erreur. C'est pas une erreur, ça, madame. Madame, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas une erreur. D'accord? La femme minimise les faits, un classique dans ce genre d'affaires. Jean-Louis décide de hausser le ton auprès du compagnon. Maintenant, vous allez m'expliquer, à chaque dispute, si vous avez levé la main sur votre conjointe, si vous l'avez déjà touché. Je l'ai pas touché. Jamais de votre vie. Non, non. Jamais. Non. Et j'ai pas de preuves. Non. Là, il y a 2 jours, elle est tombée sur la table. Regardez, Alors, c'est le machin. elle a cassé comment? Hein? Elle a tombé. Elle s'est blessée à l'œil. Des explications qui ne convainquent pas Jean-Louis. Moi, j'ai vu des images. Hein. Maintenant, j'attends juste la version de ce soir. Moi, j'ai vu des images déjà. D'accord? Ah non, non, non. Moi, j'espère pour vous, honnêtement, j'espère pour vous que vous ne l'avez pas touché. Non, non, je l'ai pas touché. Elle boit, elle tombe. Je comprends plus rien. Moi, je pense que j'ai compris. Violence de couple ou mauvaise chute? Jean-Louis ne veut prendre aucun risque. Le compagnon refusant de quitter l'appartement, il propose à la dame de dormir à l'hôtel. Mais alors qu'elle veut lui dire au revoir, son conjoint ne joue pas l'apaisement. Va dormir à l'hôtel, va dormir où tu veux, va dormir chez ta copine. Je m'en fous. T'es bourré, t'es bourré. Allez, venez madame, prends-la, qu'elle s'habille et on s'en va. Faire un petit sac. T'es bourré, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai bu à ta place. Pardon? Allez-y, allez-y, ne mettez pas. Ce soir, il ne se serait rien passé. Pour autant, Jean-Louis ne compte pas laisser cette histoire sans suite. On va calmer la situation ce soir. Par contre, demain, on va s'en occuper. Et les photos qu'on a vues, on ne peut pas laisser passer ça. Voilà. On va essayer de l'aider à trouver un logement ce soir. Le gendarme ne veut pas laisser la dame en situation de détresse. Dans la voiture, il tente de collecter quelques éléments supplémentaires. Vous êtes déjà allé voir un médecin pour montrer quelques coups ou... Oui. J'ai eu des coups sur le ventre, dans le dos. J'avais eu des bleus. Vous avez eu des certificats médicaux? Oui. Ah oui? Oui. Et vous les avez chez vous? Oui. D'accord. Sur le trajet, elle se livre sur ce qu'elle vivrait au quotidien. Il est très violent, faut pas croire. J'ai un problème avec l'alcool parce que je suis pas bien avec lui. Écoutez, quand il a été une semaine à l'hôpital, j'étais zen. Oh, j'étais cool. Rien, je buvais pas et tout parce que j'étais cool. Alors j'étais zen. Jean-Louis et Marine accompagnent la victime présumée dans un hôtel pour passer la nuit au calme. Ça va aller? Oui. Allez. Bonne soirée madame. Passez une bonne nuit. Allez, bonne soirée, à demain. À demain. Les violences conjugales, une priorité parmi les nombreuses interventions. De retour à la brigade, Jean-Louis et Marine tentent d'en apprendre plus sur le compagnon supposé violent. Donc il est bien connu de nos services. On voit les violences, ouais, elles apparaissent. Ça fait 2 fois des violences aggravées, des outrages aussi. Là on est en train de vérifier si la victime de ce soir est connue aussi de nos services, mais en tant que victime, pour voir si ce sont les premières violences. Ou pas, mais elle n'est pas connue. En clair, elle n'a jamais porté plainte. Jean-Louis décide tout de même d'en avertir ses collègues. Elle va s'occuper du signalement de la personne. Et moi, je vais faire un message à l'équipe de demain, l'équipe judiciaire, pour qu'ils sachent sur quoi ils vont travailler. Pour ça, quand ils arrivent le matin, tout est expliqué. Il n'y a plus qu'à aller chercher la victime pour pouvoir l'entendre si c'est possible. Dès le lendemain, le couple sera entendu. Depuis, l'homme, déjà connu pour violence, a écopé d'1 an de prison avec sursis et d'une obligation de soins psychologiques. Bonjour Cédric. Ça va? Forme? Impeccable. Exemple, un face-à-face avec des malfaiteurs armés et prêts à tout. Voilà pourquoi plusieurs fois par an, ces gendarmes de choc s'exercent au tir. Julien, prêt? Julien, le lieutenant du PSIG, est aussi instructeur. Ce jour-là, avec l'un de ses collègues, il s'entraîne au HK, cette arme très utile. C'est un pistolet mitrailleur.
calibre 9 mm, une arme dite d'appui qui nous permet justement d'appuyer toutes nos actions, d'avoir une action, on peut tirer plus loin puisque le canon est plus long. Du coup on a des positions d'appui qui sont plus longues, on peut appuyer sur des distances qui sont plus importantes. Allez, je t'appuie! Une arme capable de faire face notamment aux attaques terroristes. Encore faut-il savoir s'en servir. Démonstration. Ok, résultat. Donc on était à 25 mètres. Un tir donc sur la zone visée, le genou gauche. Et on peut voir qu'à 25 mètres, toutes les cartouches y sont. Julien espère ne jamais avoir à l'utiliser. Il le fera en dernier recours. On va mettre plein de choses en œuvre avant pour repousser ce tir le plus loin possible. Parce que c'est pas rien d'utiliser son arme. Il y a des vies en face. Donc si on peut repousser et utiliser d'autres moyens à notre disposition, ben on le fera, ça c'est sûr. Ça part de la négociation, la parole, et ça peut aller l'utilisation des armes de force intermédiaire, bâton, pistolet à impulsion électrique, lanceur de balles de défense. Enfin voilà, on a tout un panel, un arsenal d'armes de force intermédiaire, dites non létales. Une chose est sûre, une alerte peut tomber à tout moment, y compris dans les lieux les plus inattendus. C'est le début de la soirée à la brigade de Valras. Julien, ce lieutenant de 34 ans, s'équipe sans tarder. En effet, une urgence vient de tomber. Les gendarmes sont appelés dans un aéroport de la région. Il y aurait un problème dans un avion. Ouais, et on est là dans 2 minutes, même pas. Rond-point de la Drago. Je pense que dans 1 minute et demie, on est au portail pour la piste. Un incident est survenu avec des passagers. Le genre d'affaire pris très au sérieux par les forces de l'ordre. Alors là, on est parti pour des passagers qui auraient refusé de se délester de bagages ou d'objets interdits dans l'avion. Et donc, ils ont forcé le passage pour entrer dans l'avion. Donc du coup, ça peut être compliqué. C'est la raison pour laquelle l'intervention est rapide dans ce type d'événement. Julien débarque sur le tarmac où l'avion est bloqué. En cause, un couple de passagers qui n'auraient pas tenu compte des consignes de sécurité lors de la fouille des bagages. Donc je fais la fouille, donc il y a des produits qui sont interdits, des lags, des produits liquides. Des produits liquides. Ah, produits liquides, ok. Voilà, qui sont interdits. Ils avaient déjà eu des retraits qui avaient été faits en amont. Donc je leur dis que c'est interdit de prendre sans cabine. Et là, le monsieur passe directement derrière, commence d'entrer à me toucher, à reprendre des produits dans les mains. Donc j'ai dit qu'il n'a pas touché aux produits, que les produits ça va partir en destruction. Et là, il commence à prendre son téléphone, il commence à filmer, il commence à appeler un collègue à lui, il commence à lui dire au téléphone qu'il allait me taper. La sécurité a voulu confisquer un shampoing et une crème interdits à bord. Le passager s'est emporté. Julien veut entendre sa version des faits. L'homme se dit victime de discrimination. Enfin, on a dépassé. Il a pris les trucs, les shampoings, 60 € le shampoing, 60 € le masque, c'est très bien. Non, franchement, je sais pas. Pourquoi vous les mettez à poste Non, destruction, c'est pas de souci. Après, il y a une femme qui passe derrière moi. Elle m'a dit, passer sous ça aussi à ma mère. Pourquoi nous? En attendant, 180 passagers attendent de décoller. On va se mettre à l'abri du vent là-bas. Julien fait un point avec le copilote. Donc nous, on va simplement s'assurer qu'il n'y ait plus de produits dans leur bagage. Et à partir du moment où il n'y a plus de produits dans leur bagage à main, nous, on n'a aucune raison de vous retenir et vous n'avez aucune raison d'avoir un danger particulier. D'accord. Les produits ont été retirés en cause. Mais on va s'assurer qu'il n'y en a pas d'autres. C'est le but de notre intervention et que monsieur parte dans le calme. Qu'il n'envenime pas quelque chose dans votre avion. Mais pour le copilote, le problème est bien plus grave. Après l'incident, les 2 passagers sont montés dans l'avion, malgré l'interdiction de l'équipage qui voulait attendre les gendarmes. Par contre, nous, il y a quelque chose de très clair, c'est qu'ils ont été ordonnés de ne pas rentrer dans l'avion. Ils l'ont quand même fait. Pour nous, c'est une alerte de sécurité. Alors qu'est-ce qu'il faut... Et pour nous, on va porter plainte. La compagnie va porter plainte. Mais est-ce qu'il faut les débarquer? Il faut les débarquer. Donc vous les prenez pas? On les prend pas. Le couple s'est installé dans l'avion sans tenir compte des avertissements. Une décision qui risque de compromettre leur voyage.
La compagnie vous a refusé de monter dans l'avion. Le déroulé. Madame, laissez-moi finir. La compagnie vous a refusé de monter dans l'avion. Avant de discuter, vous êtes rentré d'office quand même. Pour eux, vous devenez une alerte de sécurité maximum qui interdit pour vous de monter dans l'avion. Et la compagnie en réserve le droit de déposer plainte contre vous pour être monté dans un avion alors qu'ils vous avaient sommé de ne pas le faire. Non, mais j'ai... Non. Ici, le copilote lui-même m'a dit, ici, on leur a demandé de ne pas monter dans l'avion. Et ils sont montés quand même. Vous devenez des personnes de sécurité prioritaire. Pour le couple, c'est la douche froide. Le temps de récupérer leur bagage en soute, ils retournent au terminal. Leur coup de sang est mal passé sur l'aéroport où les règles sont draconiennes. À partir du moment où un pilote d'avion vous interdit de rentrer, vous ne rentrez pas. On est sur un avion. Non, en fait, il y a interdire et interdire. Nous, on est monté dans l'avion, ok, mais il nous a dit d'attendre. Il nous a pas dit ne montez pas. Même En fait, à partir du moment où je vous dis, madame, restez ici, on vous a demandé d'attendre, vous êtes rentré dans un avion. Julien va aussitôt informer les pilotes que tout est rentré dans l'ordre. La compagnie aérienne, qui n'a pas pris cet incident à la légère, bien au contraire. C'est bon, ils sont débarqués. Ça, c'est bon. C'est fait, ils ne remonteront pas dans l'avion. Aucun bagage en soute n'a été enregistré pour ces individus. Donc la question ne se pose même pas. Vous pouvez enfin faire votre décollage et partir sans difficulté. Pour tout vous dire, je crois qu'il a réservé un vol demain matin. Je suis pas sûr qu'il soit accepté. Blacklisté Il sera blacklisté. Il sera blacklisté. Allez, c'est tout bon pour nous, on vous laisse. Ok, merci. Allez, messieurs, dames, bon vol. Les deux passagers risquent une interdiction de vol pendant plusieurs mois sur cette compagnie. Ils sont raccompagnés à la sortie de l'aéroport. Au revoir, messieurs, dames. Une soirée inhabituelle pour Julien. Ce genre d'incident arrive rarement. Heureusement, on n'a quand même pas de troubles au sein de l'avion régulièrement. Mais voilà, il faut y faire face, il faut adapter avec les compétences de l'aéroport qui sont particulières. Et puis une fois dans l'avion, en réalité, c'est la compagnie qui décide totalement, quoi. À partir du moment où elle demande à ce que le passager descende, c'est eux qui sont maîtres à bord, le pilote est maître. Donc la personne est obligée de s'exécuter. Donc là, elle ne voulait pas, ils ont appelé les forces de l'ordre. En Europe, toutes les 3 heures, la sécurité d'un vol est menacée par des passagers indisciplinés. Une fois par mois, un avion est même obligé d'atterrir en urgence quand la situation dégénère. Direction le peloton autoroutier de Poussan. Laurent, maréchal des logis-chefs, attaque la journée. Avec sa collègue Camille, c'est le départ en patrouille. C'est bon Camille? On y go? La mission du jour, traquer les petites infractions. Des contrôles qui peuvent occasionner des réactions imprévisibles chez les conducteurs. Et localisé au niveau de quelle zone sur le Crest? Alors qu'il remonte le trafic, Camille aperçoit soudain une automobiliste portable en main. Où ça? Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Fais du signe parce que sinon on va avoir des problèmes. Le portable est même à l'origine de 15% des décès sur la route. Au volant, Camille et Laurent découvrent une dame qui reconnaît tout de suite sa faute. Bonjour madame, vous pouvez couper le contact s'il vous plaît et me présenter les papiers du véhicule, le permis de conduire. Là, vous savez pourquoi du coup? Oui, parce que je suis en train d'appeler mon médecin. Le téléphone. Eh oui. La dame avance une excuse comme beaucoup d'usagers pris sur le fait. Je suis pas bien et j'ai appelé pour savoir si c'était encore ouvert. Je conçois madame, mais... Trop pressée, la conductrice a pris un risque alors qu'elle avait une solution plus simple. En plus, je vois que vous avez un portant. Posez-le dessus. Mettez au pire des cas, même si vous ne savez pas faire marcher votre Bluetooth, vous mettez un haut-parleur. Pourquoi vous ne l'aviez pas posé sur votre portant? Résultat, elle écope 235 € d'amende et 3 points en moins. Mais il faut faire attention. Sur cette autoroute, on a régulièrement des accidents, vous savez. Donc, et qui sont dus justement à l'usage du téléphone. Allez, on va vous remettre en circulation. Soyez prudent, d'accord? Un contrôle a priori classique, sauf qu'il va prendre une autre tournure. Elle peut y aller.
Au moment de partir, la dame demande à parler à Laurent qui dirige la patrouille. Attendez, chef, s'il vous plaît. La conductrice fond en larmes. Je reviens pas au destin ce que j'ai fait. Je suis malade. Mais si vous pouvez, La dame paraît en grande difficulté. Pour cette fois, Laurent décide d'être clément. Exceptionnellement, je ne vous le relève pas, madame. D'accord? Vous pouvez y aller, on ne le relèvera pas. Par contre, on y est régulièrement sur cette autoroute. Donc on sera peut-être amené à se recroiser. J'espère que vous n'aurez pas le téléphone en main. D'accord? On a des personnes qui des fois ont des situations financières assez compliquées et du coup ils se mettent souvent dans des états un peu soit en pleurs ou on est quand même indulgents, on n'est pas des monstres, on n'est pas là que pour les faire payer, on n'est pas là que pour ça, des fois on fait que de la prévention aussi. Mais voilà, malgré le geste des gendarmes, pour la conductrice, c'est trop d'émotion. Elle est au bord du malaise. Respirez calmement, respirez calmement. La dame, qui pense avoir raté son rendez-vous chez le médecin, est dans tous ses états. Reprenez votre respiration tranquillement et vous allez pouvoir y aller. Respirez lentement, prenez une grande respiration, expirez tranquillement. Le contrôle de gendarmerie déclenche une crise d'angoisse. Camille tente de lui faire reprendre ses esprits. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vous laisser repartir si ça ne va pas, madame. Est-ce que vous avez un ami je ne sais pas, quelqu'un de votre famille, un oncle, un cousin, je ne sais pas. Il est où votre frère? On va l'appeler là. La dame est incapable de reprendre le volant. Un proche va venir la chercher sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est la gendarmerie, monsieur? Je suis avec votre sœur qui ne va pas très bien. En attendant, Laurent prévient les pompiers. Elle se sent très stressée, elle a la respiration rapide et elle a les jambes flagadas et je ne peux pas la laisser repartir comme ça. C'est plutôt rare quand même. Le fait qu'elle ne soit pas verbalisée, ça fait, je pense, une décompression brutale et comme elle est stressée et qu'elle a des problèmes familiaux, je pense que ça a déclenché le malaise. Grosse fatigue ou agressivité, 27% des Français avouent être stressés au volant. La première cause évoquée, la peur d'arriver en retard, comme cette dame qui a loupé son rendez-vous chez le médecin. Ça là, c'est la goutte d'eau peut-être. Voilà, ça vous a stressé encore plus et... C'est pour ça que je suis désolée, mais je sais que vous faites... Soyez pas désolée, madame. Allez, vous inquiétez pas. Après 20 minutes, la dame est prise en charge par les pompiers. Camille, gendarme depuis 4 mois, n'avait jamais vu un tel pic de stress. Donc c'est la première fois que ça m'arrive là. Là c'est... ça fait un peu de la peine parce qu'on se dit elle est en détresse la dame, mais bon... Après nous on peut pas la laisser repartir comme ça, il faut qu'elle soit en sécurité, on est responsable d'elle, donc ça fait quand même un petit peu de peine de voir des gens aussi tristes. Mais j'espère que ça va vite se régler et qu'elle va pouvoir repartir à la maison tranquillement. Cette fois, les gendarmes ont été compréhensifs. Mais les contrôles ne faiblissent pas. L'an dernier, 52 personnes ont encore perdu la vie sur les routes de l'Hérault. Nous sommes vendredi soir au Psych de Béziers. Le week-end, les esprits s'échauffent, souvent sur fond d'alcool. Alors David, ce maréchal des logis-chefs, préfère prendre ses précautions. Ça marche, très bien. Parmi les interventions les plus tendues, les guerres de voisinage qui peuvent vite déraper. Cette nuit, David et ses collègues ne vont pas y échapper. Rapidement, une alerte tombe. Des riverains sont en train de s'écharper. L'appelante, elle dit qu'il y a son voisin qui tambourine chez elle, là, à la porte, pour essayer de rentrer. Il serait même en train d'essayer de défoncer la porte, carrément. Suite à un problème de voisinage. Donc on va aller voir ça. Le PSIG débarque sur place. La voisine qui a contacté le 17 s'est enfermée chez elle. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez appelé? Oui. Ok. C'est très fort la porte du voisin, il y a là, non? C'est où? C'est dans la rue à côté, là? C'est là, il y a la porte juste là devant. David et ses collègues redoublent de vigilance car l'homme serait agressif. Devant notre porte, il défonce la porte à côté. Ah, dedans, là? Il a un marteau, par contre. Il a un marteau là? Il est là? Ouais. En entrant dans l'immeuble, rapidement le PSIG surprend l'individu en haut de l'escalier. Ouais, jette ton marteau là. Pose.
Non, mais c'est pas ce qu'il fait. Mets-toi au sol. Il m'a volé. Mets-toi au sol. Il m'a volé, je bouge pas. Non, je bouge pas. Excusez-moi, monsieur. Allez, lève-toi, lève-toi. C'est bon, je me laisse faire. L'homme semble ivre. Son voisin de palier lui aurait volé son portable. Le mec, je l'ai invité chez moi, il m'a volé. On va le descendre. Allez, lève-toi là. Est-ce que t'as quelque chose sur toi là? Non, j'ai rien, j'ai rien. Est-ce que tu veux l'état de la porte là? Comment? Qu'est-ce qui t'a pris là? T'as vu l'état de la porte? Ben oui, mais il m'ouvre pas. L'homme s'est déchaîné sur la porte du voisin. David veut s'assurer qu'il n'est pas armé. Mais en entrant chez lui, surprise. Oh. Il a sorti tout l'attirail. Fais gaffe, il y a des outils sur la table, David. L'occupant a déballé de quoi défoncer la porte. Des outils, une machette et un sabre japonais. Ça c'est quoi? C'est pour couper le saucisson ça ou quoi? Non mais ça c'est ce qu'on m'a donné, mais je suis pas monté avec. Le mec il m'a volé. Eh, je vous regarde mal. Vous allez à la gendarmerie, vous déposez plainte, ça c'est ça. Mais ouais, mais c'est pas normal quoi. Un accès de violence alors qu'apparemment les deux hommes se connaissent bien. Il est avec vous ce soir là? Oui, bien sûr. Vous picolez ensemble là? Oui, bien sûr. Donc il est dans le même état que vous alors? Oui, on est d'accord. Pendant ce temps, sur le palier, Julien de la brigade de Valras interroge le voisin victime de l'agression. Lui aussi alcoolisé et très remonté. Je dors où là ce soir? Moi ce soir je dors pas là. Comment je fais? Ou vous occupez de lui clairement, ou je prends le descend, je casse la tête. Ça s'appelle des menaces de mort. Vous voulez qu'on parte ensemble alors? On le fait, on part en menace de mort alors. Des menaces passibles de 3 ans de prison. Mais rien ne semble calmer le voisin. Julien hausse le ton. Comme vous voulez, je m'en bats les couilles, clairement. Moi je suis pas votre copain, monsieur. Non, mais je sais Je suis pas votre copain. Moi je suis là pour régler vos problèmes, c'est pas pour vous en créer de nouveaux. Maintenant si vous voulez qu'on joue tous les deux, on va jouer tous les deux. Moi je vous le dis de suite. Oui mais une fois, pas deux. Monsieur, une fois, pas deux. Nous c'est la gendarmerie, vous me respectez. Je vous respecte, vous me respectez s'il vous plaît. Pour dégradation matérielle, le voisin encourt jusqu'à 1 500 € d'amende. Le PSIG décide de le ramener à la brigade. Ah monsieur, je travaille, vous pouvez me libérer avant 6 heures? Absolument pas. Là, on va aller à la gendarmerie de Valras-Plage. Vous allez souffler dans mon petit appareil pour savoir le taux. C'est un connard qui m'a volé. Non, monsieur, si on y va, c'est à cause de vous qui avez défoncé la porte avec ça. Ok, on est d'accord, avec une clé à molette. L'homme va être placé en cellule de dégrisement. Il sera interrogé le lendemain pour tirer cette affaire au clair. Car visiblement, ce soir, il a forcé sur la bouteille. C'est parti. Allez, on y va. Encore. Tant que ça siffle, on souffle. Encore jusqu'au bout. C'est bon. Là, il va finir en cellule et les droits lui seront notifiés demain parce que comme il est en état d'alcoolémie, il n'est pas apte à les recevoir. Il a un gros taux d'alcoolémie? Ouais, là, il est pas mal. Ouais. Il est à 0,96. Ouais, 0,96 au souffle. Donc à peu près x2 dans le sang. L'équivalent de 8 verres d'alcool. La justice devrait bientôt se prononcer sur son sort. Comble de l'ironie, il a finalement retrouvé son portable qu'il aurait lui-même oublié chez son voisin. Ce matin-là, à la brigade de Valras, nous retrouvons Laurent, l'adjudant-chef, sur le départ. Les gendarmes viennent d'être appelés sur les berges d'un canal tout proche. On nous a signalé un véhicule dans le canal. Le témoin dit qu'il voit des bulles sortir du véhicule. C'est ce qui alerte un peu tout le monde et donc il a contacté les pompiers et nous. Un promeneur a donc aperçu une voiture immergée. Est-ce un accident? Laurent débarque sur place. La voiture semble avoir foncé tout droit dans le canal. À la surface, seul le coffre dépasse. Difficile de savoir si quelqu'un est coincé à l'intérieur. Quand vous êtes arrivé, il y avait des bulles, c'est ça? Plein de bulles qui sortent de la voiture, donc moi, pas risque, je sais pas ce qui se passe dedans. Ah ouais, vous avez bien fait. Les plongeurs ne perdent pas une seconde. Et rapidement, c'est le soulagement. Il n'y a personne dans l'habitacle. Arrière, il n'y a personne sur les sièges? À l'avant non plus? À l'avant non plus? Bon, c'est déjà pas mal. Ouais, super. Dans cette sacoche, Laurent récupère des cartes de crédit et des pièces d'identité.
mais on a ses papiers. A priori, ceux du propriétaire de la voiture. Mais pourquoi n'est-il pas sur place? Ouais, je pencherais plus sur un vol, moi. On a les coordonnées du propriétaire. On va essayer de voir ce qui s'est passé quoi, pour que le véhicule atterrisse dans l'eau. Laurent et ses collègues prennent aussitôt la direction d'un village où habite le propriétaire de la voiture. Loin d'imaginer que l'affaire va connaître un rebondissement. Soit effectivement le propriétaire du véhicule était fortement alcoolisé ou a perdu le contrôle de son véhicule à proximité du canal et est tombé dedans par accident. Il s'est extrait et puis il est rentré chez lui sans rien dire. Soit c'est un véhicule qui a été volé et puis que les voleurs ont abandonné dans le canal. Les gendarmes débarquent à l'adresse du propriétaire. Un homme d'une trentaine d'années les accueille. Son témoignage est plutôt confus. Vous avez filmé la voiture? Je me souviens pas de l'avoir pris. Désolé, je suis un peu... Vous êtes en panique, c'est pour ça? Vous êtes stressé là? Oui, je suis plutôt énervé, on va dire. Selon lui, sa voiture a été volée devant chez lui. Hier, vous l'avez stationné là-bas et ce matin, vous êtes aperçu du vol à quelle heure? Je me suis aperçu du vol, il était à 7h30, 8h, dans ces heures-là. Des individus auraient donc volé la voiture, peut-être pour un braquage, avant de la noyer dans le canal. Vous avez appelé nos collègues Oui. Quelle heure vous les avez contactés ce matin? Ce matin. Ouais, ce matin. Vous avez signalé le vol de votre véhicule du coup? Oui. Bon, avec la vidéosurveillance, on va retrouver ce qui s'est passé. Mais Laurent sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous avez les clés de votre voiture? Oui, le tout à l'heure. Et les clés originelles? Non, je ne sais pas. Alors, soit je les ai laissées sur le contact, ou soit je les ai laissées sur la portière. Ça fait beaucoup. Pour Laurent, le monsieur cache quelque chose. Ouais, c'est bizarre. Et surprise, tout autour d'eux, les gendarmes tombent sur des affaires mouillées. C'est trempé. Laurent veut en avoir le cœur net. Si vous, pour une raison X ou Y, vous êtes tombé à l'eau avec votre véhicule, vous nous le dites et puis voilà. Nous, on sait ce qui s'est passé, c'est réglé. On fait dépanner le véhicule, on voit ce qu'il en est. Et puis tout va bien. Elles sont trempes, elles sortent pas de la... Il y a de la boue et tout dessus, monsieur. Allez, ça sort pas de la machine à laver. Ça, expliquez-nous, on n'est pas là pour vous embêter. Je vous explique, je vous dis, non, j'ai pas de... Sentant que sa version ne tient pas la route, l'homme commence à en dire plus. C'est le contenu du coffre qui poserait problème. On va vous rendre vos affaires, il y a votre permis de conduire, puis des cartes, pas mal de cartes, de magasins, Il y avait beaucoup d'espèces dedans. J'évite de trop en parler, mais je suis un peu tendu. C'est-à-dire? Mais j'ai travaillé beaucoup avec la crypto-monnaie, je déclare pas tout, on va dire. Donc, il y avait combien à peu près? Je pense entre 9 et 10 000 euros. 9 et 10 000 euros dans la voiture, à liquide? En espèces. L'homme vivrait de combines. Sur sa table, pas moins de 5 portables avec lesquels il négocierait des monnaies virtuelles et des cartes de collection manga. J'ai des choses compromettantes dans la voiture. Vous avez des choses compromettantes? J'ai de l'espèce, j'ai des cartes bleues, j'ai beaucoup de choses, j'ai peur de... Vous avez peur de quoi? De ce qu'on va retrouver dedans? Il y a des objets... Des objets qui proviennent de choses frauduleuses? Oui. Des objets d'un vol? Non, j'achète beaucoup de... Je fais de la spéculation, mais je ne déclare pas tout à l'État. Une activité non déclarée qu'il a eu peur de voir révéler au grand jour après une grande frayeur. Vous êtes tombé par accident? Je roulais, il y avait du brouillard et puis je me suis trompé de route. D'accord. Et vous avez pas vu le virage? Non. Et vous avez fait un tout droit? J'ai fait tout droit. Et vous êtes sorti... Bon. Ben voilà. Il fallait ne pas sortir de la voiture.
J'ai eu peur, j'ai dit il faut que je trouve une histoire parce qu'il n'y a personne qui me croira. L'homme, sous le choc, a réchappé de justesse à la noyade. On va y aller. On va aller sur place. Hein, comme ça, on va sortir la voiture. Vous pouvez récupérer ce qui est récupérable. Les gendarmes vont-ils retrouver le fameux contenu du coffre? De retour sur place, la voiture vient justement d'être sortie de l'eau. Le monsieur espère au moins retrouver ses 10 000 €. L'argent liquide, c'était dans une boîte, c'est dans une petite sacoche comme la sacoche noire, sauf qu'elle est marron et c'était à l'arrière. Ouais, il faudra regarder, je suis pas sûr. Hein. Mais immergée pendant des heures, la voiture a souffert. Tout est vide. Le coffre est ouvert et le courant semble avoir tout emporté. Attention. C'est bon pour vous? L'homme a perdu 10 000 €, mais surtout, il a échappé au pire. Le tout, c'est que vous soyez sortis. Après, compliqué. J'imagine que vous avez dû paniquer un petit peu, ouais. Ben là, il n'y avait plus de... Heureusement que c'était pas profond, mais dans des trucs qui sont profonds, il faut avoir les couilles d'attendre que la voiture soit pleine pour les porter. Ouais. L'individu sera quand même entendu le lendemain à la brigade pour détailler cette affaire peu ordinaire. Quelques jours plus tard, au PSIG, nous découvrons Grégory, ce maréchal des logis-chefs de 39 ans. C'est le 102. Avec son unité, ils partent sillonner la banlieue de Béziers. C'est la nuit et son cortège d'intervention. Tu peux te rendre, signale que son ami a essayé de l'étrangler et apparemment il aurait pris plusieurs médicaments. Voilà, mais je l'ai mis en contact avec le SAMU. A priori, une nouvelle affaire de violence intrafamiliale, les vifs dans le jargon des gendarmes. Ouais, on se transporte sur place, tu peux nous engager. Depuis la période du premier confinement, ça a commencé à ce niveau-là. Il y a beaucoup de vifs. C'est un sujet très sensible. On essaye de le traiter rapidement et de mettre en sécurité la victime. Mais l'affaire va se révéler plus compliquée que prévu. C'est où? C'est dans la rue là, à droite. Le PSIG débarque dans ce quartier populaire. C'est chez vous ici? Non, c'est chez lui. C'est chez lui. Bonjour monsieur. Grégory découvre la femme qui a appelé le 17, sa petite fille avec elle, malgré l'heure tardive. Le monsieur qui aurait tenté de l'étrangler paraît un peu déboussolé. Ça va? Vous allez bien? Vous avez pris des médicaments? Vous avez pris quoi? 12. L'homme aurait avalé une surdose de médicaments après un incident avec la dame, qui n'habite pas ici. Car surprise, ce n'est pas sa femme. Et vous faites quoi, vous, madame, ici? Vous l'aidez? Vous êtes une amie? Je suis un ami comme ça, je manger comme ça, et des petits repas et comme ça. Ouais, vous donnez un coup de main? Oui, un coup de main. D'accord. Grégory s'étonne car il est 2 h du matin, un horaire inhabituel pour une aide ménagère. Surtout avec sa petite fille un peu perdue au milieu de cette agitation. Elle a quel âge? 7 ans? Vous pensez pas qu'elle serait mieux au lit plutôt qu'être ici avec la fumée là? Pas trop fumer là avec la petite dans la pièce, non, quand même? Il n'y a pas d'aération. Éteignez-la s'il vous plaît, parce qu'on est là en plus et tout, éteignez-la. Regardez, elle est pas bien. Originaire des pays de l'Est, la dame a donc appelé après une agression présumée. Grégory veut s'en assurer. Montrez-moi, vous avez des traces ou autre chose? Vous savez que vous avez attrapé par le cou en fait? Ok, mais moi je pardonne. Oui, mais montrez-moi. Moi je pardonne. Je regarde s'il y a des traces. Non, il n'y a pas de traces. D'accord. Et il me reprend comme ça. Et moi, j'arrive pas de comprendre qu'est-ce qui arrive. Comment? Comme ça. Tu l'as vu, toi, ma puce, hein? Tu l'as vu, le monsieur? Qu'est-ce qu'il lui a fait à ta maman? Tu peux me parler, ma puce? Elle n'a pas vu? Elle veut pas? Faut avoir peur de nous. Grégory s'interroge sur l'origine de l'incident. Est-ce que vous voulez déposer plainte pour ça? Non. Car la femme paraît très alcoolisée. Vous avez consommé de l'alcool?
Et moi, oui. Si, vous avez bu Oui. beaucoup, vous avez bu, non? Non, du verre. De son côté, l'homme, malade chronique, semble en état de faiblesse. Pour Grégory, tout cela n'est pas très clair. Ça fait longtemps qu'elle est chez vous, qu'elle vient chez vous, là, comme ça, gérer un peu votre quotidien, là. Ça s'est toujours bien passé ou pas? Elle abuse pas un peu de vous? Avec cette dame aussi? Moi, je me suis pris la tête avec les voisins, mais pas trop. En fait, les voisins, ils étaient plutôt bien, et elle disait que c'était les voisins, et elle Ouais, mettait des d'accord. trucs dans la rue, elle avait explosé du verre, des machins. C'était elle encore. En échange de menus services, l'homme lui donnerait de l'argent. Et vous la payez correctement, vous lui donnez quoi? Entre vous et moi, là. Combien vous lui donnez en liquide? Ça dépend. Mais au maximum, vous lui donnez combien? Par mois, une moyenne, je dépasse pas les 200 €. Quand elle a besoin d'argent, elle vous demande. Grégory soupçonne la dame d'abus de faiblesse sur le monsieur, très dépendant d'elle. C'est un engrenage, quoi. Hein. Il l'apprécie, il veut pas qu'elle parte, il est bien là, il aime quand elle est là. Ça lui fait une aide de vie. Ouais, mais une aide de vie, avec toutes les aides qu'il a. Oui, mais 2-3 fois par semaine, il y aurait la même dame qui viendrait, qui serait subventionnée par l'État, par la Sécu, par tout le monde. Hein. Les gendarmes demandent à la dame de repartir chez elle. Vous récupérez vos affaires, vous rentrez chez vous, s'il vous plaît. Vous habitez loin, là? Vous habitez loin? Non, mais vous y allez maintenant? Vous rentrez maintenant? Non, et comme ça, il n'est pas possible de ramasser le gaz tout seul. Non, mais il y a le SAMU qui arrive, là, non? Oui. Voilà, ben c'est pour ça. Ben moi, je reste là, tant qu'à. Oui, je reste là, moi. Et vous, vous y allez? Moi, je reste là. Si. La dame, qui a les clés de la maison, refuse de partir. Allez, vous pouvez rentrer si vous voulez avec votre fille, il est tard pour elle aussi. Non, mais allez-y, si, vous pouvez. Mais si, madame, mais si. Vous n'êtes pas chez vous. Ouais, mais vous n'êtes pas chez vous, madame. Il faut quitter les lieux, s'il vous plaît. C'est bon, on va faire comme ça ce soir. Visiblement, la dame a pris l'habitude de squatter ici. Une situation inquiétante, surtout avec une petite fille de 7 ans dans l'affaire. Après, c'est les enfants. Vous avez vu, hein, alcoolisés, la fumée dans la pièce, puisque c'est à 7 ans et 2 h du matin. Les enfants, on est pères de famille. Hein. On a l'habitude. Moi, faut voir les choses comme ça m'exaspère. Hein. L'homme, qui a pris des cachets, a été pris en charge par le SAMU. Grégory, lui, a fait un signalement de la situation auprès de la brigade locale. À Valras, ce jour-là, la patrouille longe le bord de mer. Florent, major de 49 ans, et sa collègue surveillent cette zone touristique. Or, justement, un appel tombe. Une gérante de camping vient de surprendre 2 intrus. Il y a 2 personnes à l'intérieur du camping, hein, c'est ça? En fait, ils sont rentrés, ils ont refermé le portail, et là, il y a toujours la voiture garée. Et je sais pas ce qu'ils savent, ils sont sous les arbres, il y a une voiture bleue. D'accord. Passé la saison estivale, les campings ferment, attirant parfois des chapardeurs. Normalement, c'est là. Arrivé sur place, Florent aperçoit les 2 individus. Il y en a un à gauche là-bas. À gauche là-bas. Les gendarmes tombent sur des voleurs un peu particuliers. Messieurs, bonjour. Arrêtez ce que vous faites, s'il vous plaît. Venez voir là. Qui c'est qui vous a autorisé à entrer dans le camping? Moi, je parle bien. Antes había personne. Ah, vous parlez espagnol? C'est espagnol, oui. Les 2 hommes venus d'Espagne ramassent des centaines de pommes de pin pour les pignons qui se trouvent à l'intérieur. Alors, les pics de pain. Donc, il semblerait que ce soit un produit dans lequel on trouve une graine qui est très prisée. C'est ça? Oui. Il y a une graine à l'intérieur? Qu'est-ce que vous prenez dans la graine? Il y a les pignons dedans. Et qu'est-ce que vous en faites du pignon? Pour faire des gâteaux. Pour faire des gâteaux? Oui. D'accord. Pour les pâtisseries ou en salade, les pignons se vendent jusqu'à 70 € du kilo dans le commerce. Et vous amenez tout ça en Espagne? Non, ici à Perpignan. C'est quelqu'un qui récupère tout? Oui. Combien il vous donne? Il y a une 40 centimes le kilo. 40 centimes le kilo? Un drôle de trafic. Les 2 hommes en ont déjà pour une centaine d'euros dans leur camionnette. Et là, combien vous en avez à peu près là? 300 kilos? Oui, 300. Un ramassage illégal sur une propriété privée, mais l'homme affirme avoir l'autorisation du gardien.
Quoi qu'il en soit, sachez une chose, c'est que si vous n'avez pas d'autorisation à me présenter, qui vous autorise à être dans le camping, il faut que vous ressortiez. Chaque année, c'est nous qui avons servi un gardien. Ouais. Il n'y a pas de problème. On est passé au Le gardien, Eric, comment il s'appelle le gardien? Je ne connais pas. Pour le major, tout cela n'a pas l'air très net. Ça fait combien d'années que vous faites ça? 5 années. 5 ans? Enfin, je vous dis, quoi qu'il en soit, si l'État français considère que c'est une activité commerciale à but lucratif, c'est-à-dire que ça engendre de l'argent, vous n'avez le droit de travailler qu'en Espagne. D'ailleurs, la patronne du camping arrive sur place et elle va contredire leur version. Bonjour madame. En fait, moi je vis sur site, je suis la responsable du site. Oui. Mais j'ai jamais dit. D'accord. Alors, ces messieurs nous disent que ça fait 7 ans, lui, ça fait 5 ans, c'est leur dire à eux, qu'ils viennent après la saison estivale pour ramasser les pines de pin. Donc moi, je voulais juste m'assurer de savoir s'il y avait une quelconque autorisation. Donc là, je leur ai demandé de remballer le matériel. Ouais, et puis du coup, ils me ramassent la zone qu'ils m'ont mis là, parce que c'est pas moi qui vais complètement ramasser ça. Pour vol, les deux hommes encourent jusqu'à 15 000 € d'amende. Mais ils semblent conciliants. Voilà, on rentre pas chez les gens s'il n'y a pas d'autorisation, il me semble. Hein. Vous avez compris le message? Oui, j'ai compris. Voilà. Sachez que madame est en droit quand même de déposer plainte parce que tout ce qui appartient au camping doit rester là. Donc voilà. Ok? Allez. Désolé. Faites ce que vous avez à faire et dépêchez-vous de quitter les lieux. La gérante du camping ne portera pas plainte. Des chapardages fréquents dans cette station balnéaire où beaucoup de lieux se vident hors saison. En pleine nuit, à Béziers, nous retrouvons le PSIG, où l'équipe s'apprête à partir. À sa tête, Patrick, ce major de 52 ans. Bon, allez, on y va. Malgré ses 20 ans de métier, ses patrouilles nocturnes réservent toujours des surprises. Alors que l'équipe sillonne le bord de mer, un appel préoccupant tombe sur les ondes. Oui, bonjour madame, c'est la gendarmerie. Donc on m'a dit que vous recherchiez votre mari, c'est ça? Au bout du fil, une femme en détresse. Il est 6 h du matin, son mari a quitté le domicile dans la soirée. Et le motif de cette disparition que vous signalez là, vous êtes disputé ou... Ah, il vous a laissé un mot, d'accord, oui. D'accord, il se sent invisible par tout le monde et du coup, voilà. Il a déjà tenté à sa vie ou pas? Jamais? D'accord. En partant, le disparu a laissé une lettre plutôt inquiétante. Patrick craint le pire. Ben, un suicide, hein. Ce qu'on craint, c'est ça. Après, il s'est peut-être mis à l'écart volontairement pour réfléchir, donc ça serait la meilleure des solutions. Chaque minute est comptée. Déjà, ça fait quand même assez longtemps qu'il est parti, hein. C'est en début de nuit, donc là, il faut avoir un peu de chance. Pour le retrouver, les gendarmes peuvent compter sur un service départemental contacté en urgence. Le centre opérationnel, dans le cadre de la préservation de la vie humaine, a fait une géolocalisation de son téléphone qui détermine une zone approximative, une zone très large quand même. On va faire un petit peu toutes les zones possibles pour essayer de trouver le véhicule de cette personne. La voiture du disparu a été géolocalisée, mais dans un périmètre très large, sur 5 km, qu'il va falloir passer au peigne fin. Dylan, qu'est-ce qu'on cherche comme voiture? Un Ford blanc. Il a borné vraiment jusqu'à Saint-Pierre-sur-Mer. Saint-Pierre-la-Mer, donc. Ouais, ça fait loin, ça fait Narbonne-Plage. Ce téléphone, il est éteint depuis pas mal de temps aussi. Son téléphone est éteint depuis 4h29. Donc en fait, il peut être très loin aussi là. Parce que s'il a éteint volontairement son téléphone, s'il a décidé de partir en Espagne par exemple... Patrick et ses collègues sont à l'affût du moindre véhicule correspondant à la description. Au détour d'un parking, justement. Bon, allez, ça vaut le coup d'aller voir, hein. De toute façon, il est... Ce sont tous les véhicules blancs, on va voir. Une voiture est garée, tout feu éteint. Malheureusement, elle est vide. Ouais, il n'y a rien de particulier. La plaque ne correspond pas. Patrick reprend donc les recherches, en faisant appel à son expérience. C'est une zone géographique quand même relativement large. Donc il se met dans un enfoncement au bord d'un chemin, on passe à côté, on ne le voit pas. On peut le louper très facilement. Ce qu'on craint, c'est plutôt les parkings de fin de plage. Le major craint que l'homme ne se soit retiré dans un endroit isolé pour commettre le pire. Il décide de sillonner le bord de mer.
quand soudain... Ah, c'est pas ça. Ah bah c'est lui. Ouais, c'est lui. Allez. L'homme recherché est vivant. Et il a l'air plutôt surpris de voir débarquer les gendarmes. Ça, monsieur. Ah, c'est vous qu'on cherche alors. Ah, c'est possible, je sais pas. Ouais. Moi. Bah, vous êtes parti depuis quelques heures. De la maison, ouais. effectivement. Ok. Bon, votre femme, elle s'inquiète. Ah. Ouais. D'accord. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire là? Je sais pas trop. Voilà, bon. Pas trop envie de rentrer pour l'instant. L'homme a l'air sain et sauf, mais les hommes du PSIG préfèrent rester sur leur garde. Pardon? Vous n'avez pas d'armes, vous avez... Ah non, mais je ferai pas de bêtises, vous inquiétez pas. On vous a dit que vous étiez pas trop bien en ce moment là. Ouais, c'est clair. Donc bon, grâce à votre téléphone, on vous a géolocalisé, on vous a retrouvé. Maintenant, faut qu'on fasse un point de situation. Là. Non, mais je vous rassure. Non. Patrick et ses collègues s'assurent qu'il n'a pas d'armes dans sa voiture. A priori, il avait surtout besoin de s'isoler. J'avais l'impression d'aller marcher, me balader. J'attendais justement que le soleil se lève pour aller faire un tour sur... D'accord, ouais. J'ai pas l'intention de faire de bêtises. Vous êtes sûr? Ah oui, c'est ça. Vous êtes vu par les pompiers ou vous avez consulté quelqu'un? Non, du tout, pas de souci. Ouais. Bon. J'ai besoin d'une journée peinard, voilà, c'est tout. L'homme traverserait une mauvaise passe. Patrick décide de rassurer sa femme, qui pensait au pire. Bonjour madame, c'est la gendarmerie. Donc on est avec votre mari là. Donc on l'a retrouvé, il va bien. Il a juste besoin de réfléchir, de s'aérer un petit peu. Donc monsieur, est-ce que vous pouvez parler à votre femme ou pas? Il n'y a aucun souci. Chaque jour en France, plus de 500 personnes tentent de mettre fin à leur jour. Cette fois, l'expérience de Patrick a permis de rassurer tout le monde. Tu le sais, je me fais pas de mal. Ça vous rassure du coup là, vous avez retrouvé le... C'était pas gagné du tout. Maintenant, bon, on avait quelques indications avec un petit peu de méthodologie. Puis je connaissais un peu le coin, donc je me dis qu'une personne qui a envie de prendre un peu l'air, elle peut aller proche de la mer. Là, on la voit pas, mais on a la mer juste en face, donc ça peut aider à réfléchir, à retrouver un peu de sérénité. Voilà. Un petit peu d'expérience, un petit peu de flair, et puis un petit peu de chance aussi. Hein. Mais bon. Avant de repartir, Patrick échange quelques mots avec cet homme en plein doute. Bon alors, qu'est-ce que vous faites alors? Je vais rentrer. Vous allez rentrer? Vous me prenez l'air, c'est pour les garçons surtout. Je comprends, ouais. Bah, vous voyez, tout le monde s'inquiète, c'est quand même dommage. Bon. C'est une accumulation et ouais. J'ai besoin de souffler. Ouais, bah, je peux comprendre. Pour tout le temps, c'est un peu la vie, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ce qu'il faut, c'est pas en arriver à des extrémités. Donc voilà, vous avez une famille quand même qui s'inquiète avec des enfants, tout ça, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, moi je suis dérangé, je suis désolé de vous avoir dérangé. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est pas ça l'objectif. Ouais. Bon bah monsieur, merci. Bonne journée, au revoir. Cette nuit, la mission se termine bien. C'est toujours une satisfaction, tant mieux. Si la situation peut s'améliorer. Des interventions de plus en plus nombreuses. Chaque jour, les gendarmes reçoivent près de 400 appels, rien que dans le département de l'Hérault.